Bonjour, je m'appelle Anne Chardier et c'est moi qui vais vous lire le 22e chapitre, le commissaire aux affaires Laponne. En débarquant à Pithéa, après une semaine de navigation vers le nord, tout le monde s'était rendu pour un office au petit temple en bois qui constituait le cœur du village construit au bord de l'eau, à 2 lieues et demie en retrait du golfe de Botnie, sur l'embouchure d'un fleuve. Isco avait hésité. Il était, à sa connaissance, le seul catholique, mais personne ne s'en doutait. On le prenait peut-être pour un Français protestant. Le géomètre Olof Tresk dirigeait leur petit groupe constitué de 3 géologues et de 2 cartographes diligentés par le collège de l'administration royale. Abraham Johnson, qui les avait accueillis, était l'homme fort du lieu. Johnson était un petit homme dur, vif, implacable, homme du roi, homme de terrain, autoritaire. Il suffisait de le regarder pour s'en convaincre. Impitoyable, comme en témoignait l'attitude craintive des petits hommes ratatinés qui restaient un pas derrière, brunis au soleil et soumis naturellement à l'autorité. L'œil en permanence à surveiller l'expression du commissaire pour savoir comment se comporter. Il avait indiqué aux nouveaux arrivants où s'asseoir dans la petite église et s'était lui-même installé seul au premier rang. Le temple consistait en une longue maison en bois avec le chœur placé à l'est. Les murs étaient fortifiés par des pavés en briques autour des ouvertures. Le pasteur Laurentius Gothus parlait avec une voix caverneuse, lente et chaude, qui captait l'attention des fidèles. Tout le village assistait au culte. « Ô Dieu, crée pour moi un cœur pur, disent les évangélistes. Quand notre Sauveur appelle bienheureux ceux qui ont le cœur pur, il parle de ceux qui sont remplis d'amour. » Il jetait régulièrement des coups d'œil vers Johnson, mais Isco, de sa place, ne pouvait voir si le commissaire suivait le prêche avec l'attention qu'espérait le pasteur. Celui qui aime vraiment Dieu ne rougit pas devant le monde de ce qu'il fait pour Dieu. Il ne le cache pas avec gêne. Même si le monde entier venait à le condamner, seule la foi compte, Jésus-Christ seul. Il levait les bras au ciel, répétait ses appels au Seigneur. Et ce n'est pas tout le monde ici qui a le cœur rempli d'amour. Regardez-vous, vermine. Le pasteur grondait, adoucissant son regard lorsqu'il passait sur le commissaire. Isco découvrait de pauvres paysans qui peuplaient ce bout du monde. Il craignait de Dieu, aucun doute là-dessus. Les femmes portaient des fichus stricts qui encadraient leur visage austère, tourné vers l'autel. Les hommes se jetaient des regards inquiets, les uns aux autres, comme si en chaque parole du pasteur se jouait leur destin, au détriment peut-être de celui du voisin. Le pasteur ne s'éternisa pas. En ce mois de mai, le soleil montrait de la vigueur pour la première fois de l'année et la puanteur des corps enterrés sous le sol en planches du temple
n'incitait pas au zèle. Isco avait la nausée quand ils purent enfin sortir. On ne peut pas dire qu'on a été gâtés. Mais que voulez-vous ? Gronda le commissaire. Comment convaincre un pasteur bien éduqué de venir se perdre ici ? Le commissaire avait instruction d'organiser le transport sur les 80 lieues qui séparaient Pithéa de la montagne d'Argent. La ville de Pithéa venait de naître une quinzaine d'années plus tôt à peine sur le site du village d'Ojbin. Choisi car on y pratiquait depuis quelques décennies le commerce des peaux avec les lapons venant de l'intérieur des terres. À Stockholm, on s'inquiétait aussi de la proximité du filon avec la Norvège. La Norvège était sous la tutelle du royaume du Danemark, l'ennemi de toujours des Suédois. Et l'état des finances suédoises exigeait la réussite. Et Olof Tresk, le géomètre responsable du groupe, paraissait déterminé. Même à 80 lieues de distance, il savait que le filon serait bien côté suédois. Il s'en faisait un devoir. Après tout, c'est nous les géomètres, disait-il, face à l'œil étonné de l'un des géologues. Le commissaire aux affaires Lapone se félicita de cette bonne disposition. Il leur présenta les chercheurs de perles et de diamants de Pithéa. C'est là que le Lapon des montagnes était venu lui montrer son échantillon de minerai d'argent. Isco ne pouvait s'empêcher de dévisager le Lapon. Silencieux et transpirant dans ses habits de peau, il lui rappelait cet homme mort avec sa femme au large de Bordeaux. Il avait l'air méfiant. Il évitait leur regard. Ou peut-être était-il juste peureux, sans âme. Mais un être sans âme pouvait-il connaître la peur ? Ce couple mort en mer, il ignorait aussi leur nom. Était-il condamné à rencontrer des êtres humains qui mouraient anonymes en croisant sa route, comme la maîtresse de Nisbonne ? Ces lapons, paraît-il, maîtrisent les vents, déclenchaient les tempêtes, couraient plus vite que les animaux sauvages. Ils étaient petits. Un peuple de nains au regard fuyant, lui avait-on dit. Et celui-ci, qui tordait son bonnet à poil entre ses doigts courts et épais, collait bien cette description. Sale et puant, noirot, le menton en galoche, pommettes rebondies, les petits yeux gris foncés qui semblaient attendre que vous regardiez ailleurs pour vous observer, jamais de face. Et puis, il y avait cette disproportion gênante entre cette allure frêle et cette face large au teint brunâtre. Il était entièrement recouvert de peau de renne, du manteau aux bottes, en passant par les culottes. Il portait dessous une tunique bleue en drap dont le col était cousu de 3 bandes de tissu jaune, rouge et vert. Et eux, quel regard portent-ils sur moi ? Jamais Isco ne s'était posé cette question en ces termes. À Stockholm, à Lisbonne, à Saint-Jean-de-Luz, il avait un rôle, et ceux d'en face aussi. Il savait ce que les autres voyaient en lui, un Français ou un catholique ou un infidèle, un basque. Mais ici, le commissaire montra du doigt le Lapon. Le mieux est de vous habiller comme lui. N'est-ce pas un peu chaud en cette saison ? Avança Isco. Marcher vers l'intérieur des terres,
vous verrez ce qu'est l'hiver. Lorsqu'ils ressortirent de la demeure en bois, des paysans les attendaient. Depuis des semaines, dans les fermes établies le long de la côte, la découverte du minerai faisait tourner les têtes. Un jeune paysan, à l'air timide, approcha Isco. Clun Clemetson, se présenta-t-il sans soutenir son regard. C'est mon père qui m'a ordonné de venir et il m'a dit que si je partais avec vous, j'irais pas à la guerre. Lui, il a passé 15 ans à la guerre. Il lui manque un bras et un œil et bien la moitié de la raison aussi. Là-bas, il y a des rivières d'argent à ce qu'il paraît. Moi, je travaille dur et je récite mes prières tous les jours. Le jeune paysan, qui parlait vite, regardait le lapon avec un air craintif, restant à distance de lui. Les autres paysans aussi tentaient de se faire embaucher. Sur le pas de certaines des petites maisons en bois, des femmes tenaient des enfants par la main, qu'ils n'aillent pas patauger dans la neige boueuse et éclabousser les messieurs de Stockholm et réduire à néant les chances de leur père ou de leur frère. Toutes ces femmes affichaient un regard vaincu, n'exprimant nul espoir. « Hé, toi !» continuait Olof Tresque en s'adressant à l'un des hommes. « Tu sauras construire un bateau dans les montagnes pour remonter les fleuves ?» Les paysans y répondaient oui à toutes les questions, soumis d'avance. Ils sont tellement pressés d'échapper à leur malheur qu'ils en oublient ce qu'ils disent des montagnes, à quel point elles sont horribles et dangereuses, pleines de trolls et de mauvais esprits, disait le commissaire d'une voix lasse. Isco pensa alors à ces montagnes basques, aux flancs remplis d'esprit. Je vous assure, après 2 hivers ici, les gens sont terrifiés, continua Abraham Johnson. Tout n'est que misère et peur. Vous l'avez vu dans le regard de ce malheureux au temple? Pourtant, Dieu m'est témoin, ce pays regorge de richesses. Voilà. J'ai plus qu'à vous dire au revoir. Bonne continuation.